Alors nous saluons nos amis qui nous suivent à travers des différents websites, à travers de YouTube ainsi qu'à travers des DVD, et particulièrement nos amis des www.congoyalobi.net avec JBS, le mannequin du média, le fidèle des fidèles de la maison sans rival. Vidéo potina une seconde, ils ont déjà un site. Nous saluons Placide de Jésus dans www.locolé ya Congo TV. Vraiment. Mbote na bino nyonso bolandaka biso na ba YouTube partout, on est toujours ensemble. Je reçois pour vous Bruno Katumpa. Bruno Katumpa n'est plus une personne à vous présenter, c'est un grand leader. S'il faut citer trois ici en Afrique du Sud, il est parmi. Bruno Katumpa, bonjour. Bonjour Samuel. Ah oui, à sa droite, comme vous l'avez remarqué, Nora qui est un analyste politique, où vraiment les lots beaucoup l'ont payé, vraiment on a des questions à cause de la langue et pas il a invité Nabiso. Alors pas trop commenter, les choses vont extrêmement mal au pays, tout tourne vraiment au vinaigre. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on peut apporter à l'heure qu'il est comme remède pour remédier, permettez-moi, la redondance, pour remédier à la situation pays? Il nous faut quoi? Bruno Katumpa, analyse la situation politique, et je vous laisse la parole. Tout ce que vous avez à dire, on vous suit de partout. À vous la parole. Samuel, merci beaucoup pour m'avoir offert l'opportunité une fois encore de m'adresser à nos frères partout au monde, particulièrement ici en Afrique du Sud. La situation chez nous au pays est vraiment préoccupante. Elle interpelle chaque acteur politique de pouvoir hausser de sa voix pour pouvoir éclairer l'opinion nationale et sur le plan international. Je disais que la situation chez nous est vraiment préoccupante et ce qui m'inquiète, c'est que les choses que nous avions vues venir et qui ont été vraiment de grande inquiétude pour nous, semblent être en train de se réaliser devant nos yeux. Et je me pose la question, en tant que Congolais, où est-ce que je me retrouve, où est-ce que je me retrouverai plus tard dans ce pays-là, et où mes enfants et notre peuple se retrouvera dans le climat actuel politique. Alors, je m'en vais un peu rapidement citer quelques exemples qui sont vraiment inquiétants, de situations qui inquiètent. Et je vais parler de la crise, de l'impasse au niveau du dialogue autour de l'accord du 31 décembre, qui traîne à être donc finalisé parce qu'on est buté à une question où le président de la République, M. Joseph Kabila, impose ou demande qu'on puisse lui présenter 3 candidats à la place d'un candidat que le Rassemblement propose, et selon l'accord du 31 décembre. À côté de cela, bon, je vais aussi citer le cas vraiment déplorable et inquiétant de la dégradation de la vie sociale en région. On avait vu ce qui était arrivé à Kinshasa, à Congo central, avec Nimanda Seni qui a été arrêté, mais avant qu'il soit arrêté, beaucoup de ses disciples et membres de son organisation étaient tués à balles réelles. Et cela est passé vite inaperçu parce que Nimanda Seni a été arrêté, mais aussitôt relâché. Mais toujours dans le même espace, les choses sont arrivées au Kasaï à un degré encore plus déplorable que ce qu'on a vu avec Nimanda Seni. Les tueries au Kasaï interpellent chaque observateur politique sur les intentions réelles de du pouvoir de Kinshasa, parce que jamais on a observé un tel degré d'utilisation de force létale contre la population civile et contre les protestations qui, en réalité, sont les protestations à cause de la dégradation de la vie sociale, de l'étouffement et la frustration que cela a provoqué
Vous imaginez des gens qui vivent encore à Kinshasa, c'est encore mieux parce qu'ils vivent non loin, n'est-ce pas, du centre économique et politique du pays, où encore la circulation monétaire et tout ça est encore présente. Mais imaginez les gens qui aujourd'hui vivent dans le fin fond du pays, qui sont coupés de tout, où les systèmes de transport, de communication sont presque inutilisables et ils vivent coupés pratiquement du reste du pays. Et que les protestations qui sont non sociales soient réprimées avec un degré de force tel que ça a été au Kasaï, ça me pose à me poser la question, est-ce que ce que nous attendions, ce que nous craignions, ce que nous redoutions, qu'un jour Kabila puisse utiliser la force militaire pour s'imposer et s'accrocher, continuer à exercer le pouvoir au Congo. En tout cas, c'est l'intention que je lis à travers tous ces événements, parce que je ne prends pas ça à la légère. Je crois que c'était un calcul déjà fait, parce que vous savez, le Kasaï, particulièrement Kasaï, que ce soit Kasaï occidental, et avec la subdivision actuelle, ont été le fief naturel, n'est-ce pas, le leader, notre président de feu Tshisekedi. Et vous avez tué, la façon dont on a tué au Kasaï, ça laisse voir, parce qu'on peut interpréter que le pouvoir utilise la force pour écraser toute tentative de résistance contre son plan et son intention de s'approcher au pouvoir. Et ceux qui sont dans le fief de l'opposition pour le résister subissent les plus grandes conséquences. C'est la lecture que je peux faire aujourd'hui à les actes qui sont déplorés avec les tueries macabres au Kasaï. Alors, j'interpelle vraiment nos frères à prendre avec les Congolais partout où ils se trouvent, à prendre vraiment avec un œil très concerner tout ce qui se passe au pays et d'agir en conséquence pour se mobiliser et empêcher les plans macabres qui, je crois, sont en train de se réaliser. Parce que vous savez, moi, je n'ai pas eu l'occasion de souvent mentionner ça dans mes présentations, mais il faut dire que notre pays, depuis l'entrée de Laurent Kabila au pouvoir et plus tard Joseph Kabila, il a été sujet d'une infiltration, intrusion étrangère qui est rwandaise. Je tiens à le mentionner ici, peut-être dans mes discours, présentations, je n'en fais pas tellement allusion, parce que pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir constaté les faits et chercher à trouver des solutions pour sortir de cette impasse et de cette crise. Je ne sais pas si à ce niveau vous avez des questions à me poser. Bon, merci beaucoup, Sanival, pour cette opportunité. Oui. Monsieur Bruno Batumba, vous êtes leader du mouvement Congo Paradis, qui est un mouvement congolais, national. Mais on sent maintenant vous parler du Kasaï, de ce qui se passe au Kasaï. Mais en même temps, vous êtes originaire du Kasaï, vous êtes Kasaïen. Est-ce que vous n'êtes pas gêné? Vous n'êtes pas gêné de poursuivre en même temps la cause nationale et la cause kassaïenne? Ça ne vous gêne pas. D'être taxé, par exemple, de régionaliste, même tribaliste. Vous n'êtes pas gêné par les... Bon, monsieur Mbouinoa, je suis un peu gêné, au contraire, en vous entendre parler devant la ligne de votre question, parce que, écoutez, je suis d'abord avant tout un Congolais, et mon souci est de voir un lendemain meilleur pour le peuple congolais,
Et dans ma vision que je partage avec notre organisation Mouvement Congo Paradis, nous envisageons un pays prospère où il règne la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et ça serait vraiment curieux que je puisse m'abstenir de parler d'un peuple qui est affecté, et si sérieusement affecté comme le peuple kassaïen en ce moment, parce que j'éviterai de parler ou de nourrir certains sentiments qui sont tribaux, au fait qui sont des intentions que certaines personnes pourraient prêter juste pour essayer de faire la politique et d'intimider en vue d'obtenir certains résultats qui vont les aider dans leur agenda politique qui est affaibli le peuple et de le rendre incapable de se défendre. Vous savez, quand on parle de village, on parle des régions. Vous savez, ici, je reviens encore à l'aspect, à notre vision en tant que mouvement Congo Paradis. Quand nous parlons de paradis, écoutez, si vous êtes à Kinshasa, vous n'aurez pas l'image correcte d'une représentation d'un Congo paradis. Non, d'un paradis qui serait le Congo. C'est seulement quand vous allez dans le fin fond du pays. Parce que tout ce qui arrive à Kinshasa, ce sont les fruits de l'exploitation qui vient des régions, des villages qui constituent le Congo. Donc si on veut avoir le reflet véritable de la richesse du Congo, c'est quand on va visiter, c'est quand on vit dans les fins fonds du Congo qu'on peut avoir l'occasion d'expérimenter cette richesse, cette beauté que notre pays présente et regorge en termes de richesse. Alors j'ai dit, ce qui forme notre pays, notre nation, ce sont ces différents points, vous comprenez, du pays qui chacun représente une facette ou une autre de notre pays. Donc, parler même de chez soi, je crois que c'est bien indiqué parce qu'on connaît mieux d'abord chez soi que ailleurs. Et c'est vraiment très mal placé d'intimider le Congolais, qui qu'il soit, où qu'il soit, de pouvoir parler du territoire où il habite et du sort des personnes qui lui sont chères, qui lui sont attachées. Je crois que quand nous parlons de la liberté, de la jouissance en tant que peuple, c'est à partir des fins fonds du Congo et des territoires qui nous sont attachés. Donc, en défendant ces territoires, nous défendons vraiment de manière valable notre pays. Donc, vous dire, par exemple, que votre démarche n'est pas si différente de celle des députés nationaux qui sont élus par la base au niveau de leur province, par exemple, pour aller défendre les intérêts de leur base au niveau national. Je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, nous avons un cas unique où il y a eu une flagrance au niveau des tueries. J'ai cité les tueries qui ont eu lieu à Kinshasa, au Congo central, avec des Mwanda Semi. Donc je ne peux pas me gêner ou éviter, je ne sais pas pour quelle raison, de parler de ce qui est vraiment à la une sur le plan même international. Vous savez, nous avons eu la CENCO et certains représentants de la société civile et même certains médias internationaux. Ils sont en train de parler des tueries au Kasaï parce que ça a choqué le monde entier. Moi, je serais vraiment étonné qu'un Kasaïen qui est concerné ne puisse pas parler. Donc, je ne sais pas d'où viendrait cette idée que quand un Kasaïen parle de sa victimisation, il devienne
donc quelqu'un qui prêche le tribalisme. Non, je ne comprends pas ça. Je crois que là, vous aurez mal placé le sentiment, si vous voulez parler un peu de sentiment national. Je crois que quand on parle de sentiment national, on ne peut pas s'empêcher de parler de chaque section, de chaque espace du territoire du Congo. Quand il est concerné par un scandale, par une tragédie comme celle-là, que ce soit à Beni, que ce soit à Kinshasa, Bandundu, que ce soit au Katanga, parce qu'au Katanga, il y a aussi une tragédie où vous voyez une résurgence de guerre ou je ne sais pas, entre les conflits entre les Bantous et les Pygmées apparemment. Et vous avez eu un cas comme celui de Gédéon qui a été rappelé finalement à Lubumbashi, alors que c'était un homme si dangereux qui avait sévi, qui avait causé vraiment mort de beaucoup dans les régions où il opérait, mais qui se retrouve aujourd'hui à Kinshasa et qui bénéficie des largesses du gouvernement. Donc, parler de ceci et cela, je crois que je suis en train de démontrer mon souci de pouvoir m'occuper de chaque cas qui concerne notre pays et notre peuple, où qu'il soit. Ça, c'est très bien. C'est bien compris, M. Bruno. Avançons un peu. Dans la perspective du MCP, qui est un mouvement idéologique, pouvons-nous dire que le soulèvement du chef coutumier Kamina Sapo et de ces sujets, le soulèvement actuel, pouvons-nous dire qu'il est légitime? Est-ce que nous pouvons... Il est justifié, ce soulèvement? Je crois que nous ne pouvons pas limiter la question autour de Kamina Sapo, parce que c'est un phénomène qu'on a observé pendant longtemps au Sud Kivu, où il y a eu beaucoup de chefs coutumiers qui ont été tués. Il y a beaucoup de religieux qui ont perdu leur vie. Et les villageois, les Congolais ont perdu vie dans ces régions-là pendant une longue période. Mais aujourd'hui, bon, c'est vrai, on a parlé récemment de ce genre de tuerie à Kinshasa, mais il y a aussi quelques années, il y avait aussi des tueries chez les Bundu du Congo, je crois au Bas-Congo, je ne sais pas, en Doudou. Alors, vous voyez que maintenant, ça devient un peu plus inquiétant, parce que ça commence à se propager partout au pays. Et ce qui fait peur, c'est que quand on voit ces événements se multiplier et s'amplifier à un tel degré de violence qu'on n'a pas observé avant. Parce que s'il faut parler que c'est un engagement de l'armée régulière congolaise, alors que dans les régions telles que Beni, au Kivu, on a toujours, n'est-ce pas, parlé des rébellions qui ont causé mort aux Congolais. Mais ici, ce sont les forces des FRDC qui tuent des civils congolais. Vous voyez, ça devient un peu alarmant que maintenant notre gouvernement puisse agir ainsi. Et puis, à quelle époque? À une époque où nous avons ce dialogue et cet accord qui est dans l'impasse, et on semble comprendre l'intention du gouvernement à travers ces actes barbariques, c'est de supprimer toute résistance contre son intention qui est cachée, parce que son intention qui est cachée, on peut le découvrir dans le blocage non justifié des accords, mais il faut qu'on nous présente 3 candidats. Maintenant, le président Tshisekedi est mort, on fait un problème pour son remplacement. On veut tirer en longueur le processus. Écoute, on a arrêté Némon Dassemi et puis quelques jours après on l'a relâché. Mais qu'est-ce qui a empêché le gouvernement de faire la même chose par rapport à Kamina Sapo? Parce que les revendications telles que j'avais suivies
sur les images avant sa mort, sa disparition, sont semblables, celles de Kamwina Sapou et de celles de Nemanda Semi. Donc ça nous pousse à interpréter les intentions vraiment du pouvoir, parce que ici, je dois rappeler encore une fois de plus que le fiat naturel du parti d'opposition le plus grand Congo qui est l'UDPS, c'est le Kasaï. Et si on peut interpréter les choses, on ne peut que dire que c'est un signal fort que le gouvernement veut lancer pour dire qu'il va vraiment utiliser la force si le cas, il est obligé de le faire pour se maintenir au pouvoir. Et ça doit interpeller tous les Congolais. On ne doit pas prendre ça à la légère. Donc, vous voulez dire que tous ces soulèvements, Kamwina Sapou, Nemanda Semi, partout là-bas et à l'Est, c'est dû à la frustration. Non, mais il faut différencier le cas. Peuple congolais. Il faut différencier le cas. Je veux dire qu'au Kivu, essentiellement, on a parlé de rébellion, de M23, des ADF, on a parlé de FDLR qui sont en train d'opérer dans ces régions-là. Bon, on comprendrait, mais il n'y a pas, à ma connaissance, une rébellion étrangère au Kasaï. Il n'y a pas, à ma connaissance, une rébellion étrangère dans le Congo central. Donc, c'est quoi? On parle de Kamwina Sapou au Kasaï, on parle de Nemanda Semi au Congo central. Donc ça, ce sont des personnes qui exercent une parcelle de pouvoir en tant que chef coutumier. C'est vraiment indicateur d'une frustration, d'un désespoir ou une attente qui est déçue. C'est-à-dire que le peuple congolais est dans l'impasse et veut voir une sortie urgente de cette crise. Mais que le gouvernement puisse utiliser une force aussi tragique, ça, je n'arrive pas à accepter, à comprendre, et sinon interpréter que le gouvernement se prépare. Je ne crois pas que c'était un fait du hasard, parce que, vous savez, il y a quelques années, nous avions eu la désertion des personnes comme Chibam, qui était au Kasaï là-bas, qui avait, n'est-ce pas, dénoncé la présence, une grande présence des militaires rwandais dans les forces, dans les FARDC. C'était la raison principale de sa désertion. Mais alors, pour des gens qui avaient analysé cette situation à l'époque, on pouvait entrevoir ce qui était planifié à l'avenir, que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que le gouvernement préparait une répression sans réserve au cœur du Congo. C'est pour lancer un message clair que le gouvernement tient à s'imposer, à s'accrocher au pouvoir par la force. Et je veux que vraiment les Congolais soient interpellés et puissent en tirer les conséquences. Nous souhaiterons bien sûr que, en même temps, qu'on puisse se mettre ensemble en tant que Congolais, faire campagne pour que la communauté internationale soit saisie et que des sanctions sévères soient retenues à l'endroit de notre gouvernement. Vous savez, il y a eu des forces de Maluku. Il y a eu des tueries, par exemple, pendant les élections de 2011. Ça, ce sont des choses, on en a des images. Et ces images-là ne sont pas différentes de ce qu'on a vu récemment avec les Kamwina Sapou, ou bien ce qu'on a vu à Kinshasa, où les forces de l'ordre utilisent l'arme létale par rapport aux civils qui sont armés de bâtons ou de mouchoirs. Donc c'est vraiment grave. Pourquoi notre gouvernement se comporte de manière si barbarique? Donc c'est vraiment un sujet à interpellation. Écoute, je ne peux pas ici dire que ceux qui parlent d'un plan, même étranger, d'infiltration et d'occupation, et je ne sais pas, de contrôle du Congo, n'ont pas du tout tort.
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre sur ce plan. Donc, c'est vraiment l'heure est venue où les Congolais doivent se réveiller. Ils ne doivent pas être distraits, ils doivent se mettre ensemble parce qu'il n'y a que dans l'unité qu'on peut avoir une force pour contrecarrer tous ces plans. Ça veut dire que le pouvoir en place est en train de mettre en œuvre pour dérouter le processus démocratique et s'éterniser au pouvoir. Donc, en tout cas, c'est un appel pour moi, à l'égard de tous les Congolais et à toutes les forces politiques, de ne pas entrer dans la distraction comme on est en train de l'observer aujourd'hui, avec des dissensions qu'il y a eu lieu au rassemblement, ou le rassemblement avec le front qu'ils ont créé, ils ont eu vraiment raison, avec la pression sur Kabila pour obtenir que Kabila puisse accepter l'accord qui prévoit qu'il ne puisse pas se représenter, qui prévoit qu'il ne puisse pas faire le référendum. Ce qui est une victoire, j'insiste, pour le peuple congolais, si cela est implémenté et qu'on arrive à faire des élections cette année. Et je crois qu'en ce moment, on va vivre une démonstration et où on aura à vivre une révélation des intentions réelles de Kabila. Et déjà, les signes sont là. C'est la répression sanglante au Kasaï, c'est la répression qu'il y a eu au Congo central. Parce que si c'est différent avec le Kivu, où il y a eu des intrusions des forces rebelles étrangères. Ah oui, vraiment, vous avez à suivre Bruno Katompa, un leader congolais ici en Afrique du Sud. Vous savez, vous-même, des fois, les Congolais, la plupart des Congolais sont vraiment étrangers à la langue française. J'aimerais un peu mélanger aussi avec le lingala, c'est aussi important. Bruno Katompa, je crois, le baobab, le plus grand arbre, pour qu'il soit mis à terre, il faudra commencer par des petites racines, des petites fourmis. Donc, baliaka liaka racine, titi, 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 titi. Si manango mon pepeka ya mouké, mon anzete lali. Alors, ce qui fait, ou ceux qui font la force du baobab, ils ont des racines, ou ils ont des sewana. Qui sont, ou quelles sont ces racines? Le Congolais. Bien aimé, les Balouba disent, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ce qui fait la force de M. Joseph Kabila, ce sont aussi les Congolais. Quand vous voyez Bruno Tshibala se retirer de ses amis, vous voyez Olingakoye se retirer de ses amis, vous voyez Roger Lumbala se retirer de ses amis pour s'allier à Nani, à Joseph Kabila. Vous avez eu à suivre les propos de Roger Lumbala. Juste un mot là-dessus, le président Tshisekedi a déjà été enterré. Et il a ajouté beaucoup de mauvaises choses là-dedans. Félix qui est un Kassaïen, et il est détruit ou trahi par ses propres frères Kassaïens. Et juste un mot là-dessus, attends qu'un Kassaïen, parce que j'ai suivi tout à l'heure, M. Nour a posé une question, vous taxez peut-être de tribaliste, mais voyez vous-même que vous-même, les Balouba, vous trahissez. Juste un mot à propos de Roger Lumbala, qui a tenu vraiment des fausses ou vraies révélations. Monsieur Sarifane, écoutez, je vais immédiatement vous dire que ce n'est pas un problème isolé à une tribu ou l'autre dans notre pays. Vous savez, dernièrement, j'ai suivi un interview sur YouTube, où il y a un journaliste comme vous qui posait la question, je crois, à M. Patrick Mbeko. Vous avez déjà entendu parler de Patrick Mbeko? Bon, je veux citer un peu pour raison de discussion politique. Eh bien, le journaliste lui pose la question de savoir, M. Patrick Mbeko, qu'est-ce qui fait que M. Kabila est si à l'aise? On l'insulte, on parle de lui, on dit qu'il est incompétent, mais le monsieur ne semble pas être inquiété. À cette question, M. Patrick Mbeko dit que, bon, écoutez, les Congolais, la manière dont ils se font traiter par Kabila, démontre une certaine médiocrité. Okay? Mais, M. Saliba, est-ce que nous pouvons parler, dans ce cas, des personnes comme Olenga Nkoy,
Kassaye. Nous pouvons. Je ne veux pas parler des tribus ici, parce que quand je cite la version du parti Mbeko qui fait une analyse contre les Congolais, il est en train de parler en disant que M. Kabila est à l'aise. Et il parle en général en disant que les Congolais sont médiocres. Et moi j'insiste, la médiocrité, si on doit, elle concerne tous les Congolais. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse cibler une tribu parce que je crois que pendant longtemps, on est en train de jouer le jeu de l'ennemi, en faisant comme ça, que jouer l'ennemi, le jeu pour défendre notre cause qui est la cause congolaise. Parce que l'ennemi veut affaiblir les Congolais dans le jeu tribal. Et le Congolais se laisse aller, des fois, dans un conflit tribal qui n'a pas de raison d'être. J'ai observé avec beaucoup de tristesse ce genre de conflit se développer, même dans un parti comme le DPS, ce qui m'écoeure. Mais revenons d'abord, je vais revenir sur cet aspect un peu plus tard, mais je veux parler de l'attitude en général des Congolais, de différentes backgrounds, qui semblent voir tout en mal des Congolais, et qui ne veulent pas voir le mal de Kabila. Dites-moi un peu, quand quelqu'un, on tue des gens comme au Kassai, des pauvres villageois, on tue les gens à Kinshasa comme les membres de la secte des Mwandasemi. Comme on a tué toujours à Beni, au Kivu, ce monsieur ne parle jamais. Il y a d'autres qui disent, bon écoutez, ce sont des qualités. Mais je vous dis, tout ce qui se fait, si nous pouvons prendre des illustrations bibliques, ok? Si nous prenons les illustrations bibliques, qu'est-ce qu'on dit du diable? C'est le prince des ténèbres. Parce que tout ce qu'il fait, il ne le fait pas dans la lumière, il fait dans le noir. Vous ne savez pas ce qu'il pense, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Mais c'était la différence avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'il disait, c'était pour aider, avertir, conseiller et soutenir tous ceux qui le suivaient. Alors, quand vous avez quelqu'un qui se tait, qui ne peut ni vous soutenir, ni vous conseiller au moment difficile, ni vous soulager, vous consoler au moment difficile, vous dites que ce monsieur a plus de qualité. Et que les Congolais sont médiocres parce qu'ils tombent devant quelqu'un qui est si malin ou rusé, parce qu'il travaille comme ça dans les ténèbres et il la maîtrise. Pourquoi? Parce qu'il utilise la force. Je vais vous donner un autre exemple. Nous voyons ça couramment en Afrique du Sud. Les criminels, ce ne sont pas les gens qui se promènent la nuit et la journée comme ça. Ce sont des gens qui se promènent toujours la nuit. Et ce sont des gens qui ne vous parlent pas, ils vous surprennent. Et quand ils vous surprennent, ils vous ont causé du tort. Ça, ce sont des petites illustrations dans la vie que je veux donner. Je veux dire, quand je vois les Congolais attaquer toutes les petites fautes dans leurs frères et ne pas établir la responsabilité numéro 1, qui est le président de la République, qui a responsabilité. Imaginez, vous avez dans votre maison la femme et les enfants, quelqu'un vient violer de journée vos enfants, le lendemain il revient, il viole votre femme, le lendemain il revient, il vole votre petite soeur, et vous ne dites toujours rien. Dites-moi, quel genre de responsable vous êtes? À qui incombera cette responsabilité? Ce n'est pas la tête ou le responsable de la maison qui est l'homme. Alors, quand l'homme ne fait pas son devoir, ok? Mais comment est-ce que la famille va se comporter? Et si ces enfants maintenant se prostituent parce que le papa n'a pas su les défendre, vous allez accuser qui? Vous allez accuser les enfants qui sont des victimes et maintenant qui prévalent dans les mauvaises choses. Vous allez accuser le papa qui n'a pas pu protéger ses enfants et les orienter à l'abri ou les mettre à l'abri. Bien sûr, on va avoir la tête. Donc, au Congo, ce dont on a besoin d'une tête qui fonctionne très bien. Vous comprenez? Et une seule personne. Comme vous voyez, nous sommes ici avec vous sur cette terre qui est si grande. La terre n'est pas
la seule dans cet univers. Il y a beaucoup de planètes. Mais qui est le créateur? Qui est le chef? C'est un seul Dieu. Oui, merci. Alors je disais que nous devons bien établir les responsabilités, que c'est vrai les Congolais, il y en a des médiocres, mais il y en a aussi des excellents. Vous ne pouvez pas seulement dire et généraliser en disant que les Congolais sont médiocres. Moi je ne suis pas de ce groupe-là des médiocres. Donc, si vous parlez de Lumbala, vous parlez de Olengankoy, vous parlez de qui? De Chibala. Mais sachez aussi qu'il y a des gens comme les Fayoulou, n'est-ce pas? Il y a des gens comme les Franck Djongo qui est emprisonné de manière injuste. Il y a des gens comme des Moïse Katumbi aujourd'hui. Il y a des gens comme les Félix Tshisekedi. Bon, des gens qui, démontrent une certaine consistance, une certaine valeur qu'on doit regarder. Donc, on ne doit pas généraliser des choses et être en train de pleurnicher tout le temps, alors que l'ennemi se réjouit et tire profit de cette distraction-là. Vraiment, l'ennemi tire profit de cette distraction, Nao. Ah oui, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche, il nous reste moins de 10 minutes, nous fait signe. Nora, si vous avez un mot, parce que... Nora Mbouyi, pas Nora. Nora Mbouyi. Nora Mbouyi, oui. Il faut bien prononcer le nom. Merci beaucoup pour la parole, ça n'est pas. Une question, Monsieur Bruno. Considérant l'idéologie du MCP, considérant, vous parlez souvent du nationalisme interdépendant à l'échelle mondiale, considérant que Kabila, Joseph, est arrivé au pouvoir grâce aux forces extérieures. Oui. En quelque sorte, ce qui arrive au Congo, les puissances extérieures sont aussi impliquées, sont responsables. Et considérant aussi que nous avons des leaders au sein de l'opposition qui sont, comme vous dites, qui ont de la valeur, qui sont valeureux, est-ce que, comment voyez-vous le bout du tunnel pour le Congo et son peuple? Est-ce qu'il y a des bouts du tunnel à court terme pour notre peuple? Je crois oui, parce que vous savez, dans l'histoire des peuples au monde, il n'a pas fallu tout un pays ou tout un village pour sauver un pays. Je donne l'exemple de l'Afrique du Sud, où nous nous retrouvons moi et vous. Vous avez l'histoire de Nelson Mandela, qui a joué le rôle principal dans la libération de ce pays et qui a négocié le sort de ce pays. C'est vrai, il avait des collaborateurs, il a toujours dit que sans ses collaborateurs, il n'aurait pas pu réaliser ce qu'il a réalisé. Mais vous voyez que c'est un homme qui a pris la responsabilité pour parler au nom d'un peuple et pour parler au nom de ses collaborateurs. Mais je veux dire que quand nous voyons ça de manière triangulaire, on voit que c'est toujours une petite minorité qui travaille pour le sort de tout le monde. Alors je dirais, la question que nous devons nous poser aujourd'hui pour le Congo, est-ce que le Congo a ce petit groupe de leaders qui peuvent aussi jouer le même rôle et négocier un sort favorable pour notre pays? Eh bien, je dis oui. À l'exemple de ce qui vient, ce que nous observons aujourd'hui, c'est-à-dire le rassemblement qui met certains ténors de l'opposition et de la politique congolaise ensemble, qui parlent d'un même langage et qui comprennent que dans l'unité, ils auront la force de faire une pression sur Kabila et d'interpeller la communauté internationale pour leur cause. Je crois qu'en grande partie, cela est à moitié gagné parce que nous avons obtenu par leur consistance, un accord qui quand même joue en faveur du sort du pays et du peuple. Si nous devons comparer ça par rapport à l'accord du 18 octobre ou bien l'accord de l'Union africaine, de l'Union, c'est ça? De la cité de l'Union africaine. De la cité de l'Union africaine, la OUA. Donc vous voyez qu'il y a eu vraiment
des avancées dans les concessions pour voir le pays accéder ou réussir une transition démocratique. Donc nous sommes devant une période historique. Je dis que si on peut combiner dans notre démarche politique une certaine prouesse pour réussir à négocier notre sort et notre transition démocratique sur le plan national, avec les forces nationales, aussi bien que sur le plan international, on aura réussi. Parce que dans le passé, ce qui nous a causé du tort, c'est qu'on a semblé négliger un aspect pour l'autre, c'est-à-dire, ici particulièrement, les forces internationales. Et je pense que les récentes tournées que j'ai vues Félix effectuer, et puis Moïse aussi le faire, j'encouragerais, et puis j'ai vu dernièrement la CENCO qui s'est présentée au siège des Nations Unies pour parler en faveur de l'accord du 31 décembre, j'encouragerais vraiment les Congolais à percevoir les choses de cette manière-là, parce que résoudre le problème congolais ne peut pas se faire uniquement avec une approche nationale. Donc c'est doit être une approche intégrée où on approche les décideurs sur le plan international et sur le plan national. Et je crois qu'en ce jour, aujourd'hui, je peux dire que nos politiciens sont un peu aguerris plus qu'avant parce qu'ils ont conscience de l'importance de ces enjeux. Et ce que nous devons faire, c'est nous rallier derrière eux, les soutenir et les encourager à multiplier ce genre d'engagement par rapport, n'est-ce pas, au processus sur le plan national, donc interne, aussi bien que sur le plan externe. Donc il faut qu'ils aient vraiment leur degré sur terre pour amener à bon terme ces négociations et dialogues. Donc je salue aussi en passant la réaction de certaines ambassades, comme l'ambassade française, qui a fait des critiques vraiment sévères à l'endroit de notre gouvernement. Vous avez entendu comment est-ce que Bende réagissait en banalisant, toujours comme ça a été le cas des forces de Maluku, dont on n'a pas eu une investigation et une procédure judiciaire adéquate pour rendre justice. Et je crains que le jeu que Bende et ses collègues dans le gouvernement sont en train de faire maintenant, c'est pour réserver un sort semblable au cas des victimes de Maluku. Ici, je parle des victimes de Nénon Seni, et puis je parle des victimes du Kassai qui ont dépassé tout entendement. Donc, je dis que notre peuple doit être interpellé et à la vigilance, et je dois saluer ici aussi en passant l'action que les Congolais ont menée d'aller présenter une plainte à la CPI. Je crois que c'est comme ça qu'un peuple responsable doit se comporter. Je dis que c'est classé dans ces actions-là sur le plan international qui vont servir à mettre la pression sur Kabila afin que nous puissions obtenir la signature et l'application de l'accord de 31. Et dire aussi, M. Bruno, que il y a les investigateurs, les enquêteurs de la communauté internationale qui ont été enlevés là-bas au Kassai. Jusqu'alors, on ne connaît pas leur sort. Ça veut dire que ce qui se passe au Congo maintenant, la tragédie congolaise, commence maintenant à toucher même cette communauté internationale. Donc c'est très très sérieux. La communauté internationale doit être très très interpellée. Bon, nous avons aussi raison à craindre ces choses parce que l'ampleur et certains aspects avec ces tueries, ça nous rappelle un peu les tueries politiques, des tueries mystérieuses qu'il y a eu aussi au Rwanda à l'époque. Je me rappelle, on a tué beaucoup de prêtres, on a tué même des personnes qui étaient chargées dans les missions humanitaires au Rwanda. Qu'est-ce que la communauté ou la Cour internationale a réservé comme jugement par rapport à ces cas-là? Donc c'est inquiétant que de telles pratiques puissent se répéter au Congo et nous ne connaissons pas la finalité de telles enquêtes. Mais tout ça, c'est un indicateur du degré
de danger que notre pays est en train de courir, parce que tout peut basculer. Ça veut dire qu'on risque de se retrouver avec un régime militaire totalitaire, avec Kabila, si c'est ça vraiment ses intentions, mais tous les signes sont en train de montrer cela. Et cela interpelle notre peuple à la prudence, à la vigilance. Ce n'est pas le moment de chercher à s'attaquer les uns des autres, à s'affaiblir et à affaiblir un front aussi important comme le rassemblement. C'est là où je dois dire qu'on doit en solidarité ne pas suivre ou dénoncer l'attitude des personnes inconsistantes comme Lenganko et Bruno Chibala, qui ne voient pas le sort de l'accord du 31 décembre qui est important, mais qui voient plutôt le sort de leur position politique. Donc ça, c'est la médiocrité dont je crois M. Beko, à laquelle il faisait allusion. Mais je disais ici, tout wrongs don't make right, comme disent les Anglais, mais nous ne devons pas oublier et perdre de vue que la personne responsable au sein de tout ça, c'est le président de la République, qui a maintenant la responsabilité historique. Ah oui, responsabilité historique nous sommes restés longtemps toujours à condamner, c'est bien, mais apporter des remèdes, c'est mieux. Wow. Alors qu'il est, M. Bruno Katumba, vous êtes un leader d'opinion, nous avons besoin que vous utilisiez des tonalités telles que le soulèvement populaire, envoyer le peuple dans la rue. Nous voudrions que vous puissiez pousser M. Moïse Katumba qui me suit en ce moment à engager ses moyens pour soutenir une rébellion afin de chasser ces sujets. Je suis M. Sarival, ici je me suis aussi porté garant, je crois dans la dernière... Et n'oubliez pas qu'il nous reste 2 minutes. Oui, dans la dernière émission qu'on a eue avec vous, d'être un porte-parole fidèle, M. Katumbi, c'est-à-dire je m'engage à soutenir sa politique et à rapporter, à commenter sur ses positions politiques. Vous savez, dernièrement, M. Katumbi s'est retrouvé en Zambie, et je crois qu'il est venu aussi en Afrique du Sud pour aider à soulager le peuple katangais qui fait face à une augmentation sans précédent du coût de la farine au Katanga. Mais vous savez aussi qu'immédiatement après son départ de la Zambie, un représentant du gouvernement a été dépêché en Zambie pour pouvoir protester la présence de M. Katumbi en Zambie. Alors c'est pour revenir à la position qu'il a prise. Je crois que les déclarations récentes du président Katumbi sont celles-là. Il dit qu'il rappelle à Kabila que sa légitimité est tirée des accords du 31 décembre. Il rappelle encore qu'il a toujours foi dans le rassemblement qui est une représentation de différentes plateformes et pas d'individus, comme prétend Bruno Chibala, Olenganko et tout ça. C'est une représentation des différentes plateformes et qui sont complètes selon leur représentation initiale jusqu'à présent. Donc il n'y a pas de défaillance dans le rassemblement parce que toutes les plateformes sont là et elles soutiennent Félix Tshisekedi, elles soutiennent aussi la position de Lumbi. Donc je dois encore une fois ici vous rappeler et insister sur le fait que nous avons besoin d'un leadership qui reste engagé et constant pour amener à bon port notre lutte. Alors, je dois... Attends, un moment. Alors, je dis que, bon, M. Katumbi n'est pas... Parce que cela est dangereux. Ces rhétoriques là, de guerre et tout ça, c'est dangereux parce que, à ma connaissance, M. Katumbi n'a jamais prôné cette option-là. Donc, il a comme option de soutenir le dialogue tel qu'il se passe à Kinshasa et il attend que on puisse faire gain de cause, n'est-ce pas, à sa demande, oui, à sa demande pour, n'est-ce pas, le procès intenté contre lui, qui n'est qu'un procès fictif.
Dans une famille, une même famille, on retrouve les médecins, les enfants, les uns font la médecine, les autres ils sont peut-être des docteurs en droit, les autres encore, vous savez, même les judokas, mais dans une même famille, les enfants d'un même père et une même mère. Alors, s'il vous plaît, comprenez vous-même que même dans le rassemblement, que les uns optent pour la non-violence, mais les autres aussi doivent voter pour la rébellion, car notre ennemi, le Goliath qui est devant nous, ne veut pas lâcher prise, il ne veut pas démissionner et il ne veut pas partir. Il nous reste moins de 40 secondes, Nora, si vous avez un mot. Une question à M. Bruno. Tout ce que je peux lui demander, c'est, compte tenu de tout ce qu'il a dit, les questions qu'il a données, les réponses qu'il a données aux questions posées, qu'il puisse récapituler ça avec un mot de la fin. Non, bah, écoute, en général, ce que je peux dire, c'est que nous devons, sans réserve, défendre tout Congolais qui est affecté par les violences barbariques que maintenant, de manière regrettable, on voit notre armée perpétrer contre les innocents et les civils qui sont munis de bâtons, des enfants et des jeunes filles, c'est pas de leur mère, et les innocents et les villageois qui sont massacrés dans leur village. Nous devons vraiment dénoncer sans réserve ce genre d'actes et faire pression sur la communauté internationale, et nous devons avoir le même langage, ne pas être distraits en faisant la guerre les uns et les autres, et démontrer aux yeux de la communauté internationale, même aux yeux de nos ennemis, que nous sommes capables de surmonter nos différends internes et d'agir dans une cohérence, dans une même dans la même voie, pour demander une transition paisible et l'application de l'accord du 31 décembre. Vous avez prévu aussi une messe d'action. Voilà, merci de m'avoir rappelé ça. Et je voulais annoncer à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que nous avons organisé pour le samedi qui vient à 15h à l'église, à la cathédrale Saint-Notre-Dame. C'est ça, Notre-Dame. Christ Roi. Christ Roi, je parle en français là. Christ Roi à Saratoga. Nous allons organiser une messe en mémoire des victimes de tueries au Kassai et aussi des victimes de tueries à Kinshasa, au Congo central, mais plus particulièrement à cause de la gravité des violences qu'il y a eu et du nombre de charniers, parce qu'aujourd'hui on parle de 17 charniers, initialement c'était 4, de 4 on a parlé de 8, et finalement le dernier chiffre monte à 17 charniers. Ça, c'est une situation inacceptable et que vraiment les Congolais ne doivent pas continuer à dormir. Et j'attends vraiment que ce jour-là, on puisse dépasser nos différences et qu'on puisse être ensemble dans un état de réconciliation, de mettre à côté nos tendances de division avec des intentions tribales et tout ça. Mettons-nous autour de notre identité en tant que Congolais, célébrons notre unité, notre identité et défendons la valeur de la vie des Congolais. Merci. Vraiment, 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 merci. Je crois que nous devons adresser nos prières pour que Dieu puisse prendre Hippolyte Kanambe et l'envoyer en enfer. Bon, on sait qu'il tue Hippolyte Kanambe. Nous devons aller assister. Et non pour nous disent les latinistes, les rationalistes, où tous nous devons prendre nos armes pour vraiment nous battre, car l'ennemi l'a tue jusqu'à la dernière minute. Il nous défie, il est plus que Goliath, c'est ce petit Satan. Hippolyte Kanambe plus que le diable. Les Congolais, levez-vous, c'est maintenant ou jamais. Nous avons intérêt à nous battre, nous avons intérêt vraiment à défendre notre sol congolais, car les Rwandais nous ont envahis, les Rwandais nous ont tués.
vraiment, j'aime ces comédiens qui disaient que la paix se gagne. Oui, cet homme, quand il disait la paix se gagne, nous devons vraiment nous battre pour avoir cette paix. Voilà, dans nos WhatsApp et Facebook circule une photo, on voit une pierre tombale montée de toutes pièces. Qu'est-ce qu'on a écrit dans cette pierre tombale? Tshisekedi Lumumba, né le 14 février 1930, est décédé le 1er février 2017, mort à Bruxelles. Pourquoi ce genre de montage? C'est du mensonge. Le président Tshisekedi n'a pas été enterré. Il n'est pas encore enterré. Roger Lumbala, c'est laissez-nous tranquilles. Roger Lumbala, Ozo Lukanini, Roger Lumbala. Ozako Lukanini, Roger Lumbala. Ah oui, on en a marre de ce genre de montage. Alors, monsieur, notre fait président Tshisekedi n'est pas encore enterré. Merci encore une fois à Bruno Katumba, l'homme qu'il faut à des temps pareils. Merci vraiment à Nora. Merci à vous tous qui avez prêté attention à cette étrange. Encore une fois, Marcel, de attention à toi, Mado, Karuso, Komel, Média, Medina. Merci à vous tous qui avez prêté attention. Merci vraiment à vous tous. À la prochaine occasion, toujours les prochains volumes avec Bruno.